Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franz Jarry, je suis le directeur général d'ADN West. Donc, ravi d'être avec vous ce soir pour cet événement autour de la data. Une fois n'est pas coutume, c'est grand plaisir pour moi d'être avec Jean-Loup, toute l'équipe de Data Maniac. L'esprit d'ADN, c'est aussi de faire beaucoup avec les autres. Et les dernières expériences et bons moments passés avec Data Maniac et ADN ont laissé des très belles traces. Donc, on continue et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter de sitôt. Donc, juste en 2 minutes, effectivement, les dernières actus d'ADN, c'est 650 adhérents, on en parlait, sur Pays de Loire-Bretagne. Maintenant, le premier réseau numérique en France, en région. Et puis, pas mal d'actualités, évidemment, sur pas mal de projets d'expérimentation. Je vous parle juste de 2 petites nouveautés qu'on va développer dans les mois qui viennent. On a testé une première Learning Expédition au niveau de l'innovation, par exemple, avec de la balade chez nous, dans nos territoires, en allant visiter nos boîtes. Et ça a super bien marché, donc on va certainement en faire avec plein de partenaires sur la data, sur le numérique responsable, la cybersécurité, enfin tous les sujets qui nous animent. Et puis on expérimente aussi des nouveaux formats, comme on l'a fait sur la journée numérique responsable en janvier. Je ne sais pas si certains ont participé, mais on a réussi à organiser un événement sur 6 sites à la fois, en visio, mais avec une présence obligatoire et pas derrière son ordinateur. Donc il y avait du monde à Brest, à La Roche-sur-Yon, à Angers, à Nantes, à Rennes, etc. Et c'était super chouette. Donc voilà, donc écoutez, je suis ravi d'être là, ravi aussi que les événements reprennent de manière plus régulière en présentiel, en pouvant aussi partager des moments conviviaux, parce que c'est un peu comme l'IA, sans la data, on ne peut pas faire grand-chose. Dans ADN, sans le réseau et la partie conviviale, la partie informelle, c'est pas pareil. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je fais très, très court et je passe la parole à notre ami et mon ami Jean-Loup. Merci, Franz. Bonsoir, bonne soirée, bienvenue à tout le monde. Donc, Jean-Loup Racine, je suis fondateur du Phare à Nantes et avec 30 collaborateurs. Nous, on est une agence digitale depuis 22 ans maintenant. On est aussi présent ici à Rennes. Et puis, en 2015, avec Samuel, qui va être le monsieur loyal de la soirée, on trouvait que la data, ça avançait pas et on avait écrit Devenons Data Maniac. On avait écrit ce manifeste, Devenons Data Maniac, parce qu'on trouvait que les entreprises ne comprenaient pas les enjeux et surtout ne les mettaient pas en mouvement. Et puis, 7 ans plus tard, c'est libéré, délivré. Je ne suis pas sûr, on va voir. On va voir. C'est du temps long quand même. Voilà, donc Data Maniac, c'est un collectif avec 250 personnes qui se rencontrent de temps en temps, beaucoup avec ADN West. En fait, le plus souvent, les événements, on les fait avec vous. Pourquoi on les fait avec vous? Parce qu'on a un point commun, voilà. C'est sérieux sans se prendre au sérieux. Je vous invite à aller sur le site datamaniac.com. Il y a notamment des vidéos pour un peu expliquer ce qu'est la data, mais vu par nous. Et puis, en allant sur le site, vous pouvez aussi vous inscrire et devenir vous-même Data Maniac si ça vous chante. Voilà. Samuel, Samuel, non. Cédric, c'est à vous. Puis je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Alors effectivement, moi je représente donc Cédric Missoff. Moi je travaille chez Business et Décision. Donc effectivement, libérer, délivrer, on adore ça, quoi. Voilà. Surtout quand on parle de data. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Je représente la communauté ADN West Data, parce qu'il y a une communauté data au sein d'ADN West. Et c'est une communauté un peu comme Data Maniacs, de passionnés qui veulent parler data, évangéliser la data et le faire connaître au plus grand nombre, avec une vocation qui est celle d'ADN West, de le partager au plus grand nombre et pas que à des spécialistes. Donc vraiment pouvoir faire en sorte que la data soit accessible finalement à tout public qui s'y intéresse. C'est la philosophie. Et donc pour ça, on a une communauté qui a été créée il y a... Alors attends. Bon, elle n'est pas là, c'est pas grave. Donc on a donc une histoire pendant presque 3 ans maintenant. Où on a lancé la communauté. Il y a eu effectivement un petit coup un peu compliqué avec le Covid. Mais depuis 18 mois, on a plein de streams différentes. Chaque stream est animé par 1 ou 2 personnes. Il y a des institutions qui ont été créées, par exemple le cercle DPO ou les cafés data éthique.
Et voilà, c'est très régulier. Il y a des récurrences, des fréquences, des rituels qui sont mis en place avec un certain nombre de personnes qui viennent très régulièrement. Donc c'est hyper sympa. Et puis on a des projets, des guidelines qui s'inscrivent avec des vidéos pour sur les fondamentaux, qui s'inscrivent sur du data mining en ce moment, sur du process mining, sur du design. Et toutes ces thématiques, elles sont traitées à travers des projets, des mini-projets, les livrables, il y a tout. Hein. Il y a des Rex, des forums, des présentations, des vidéos. Voilà, donc tout forme. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont que des personnes bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent de leur passion. Alors, on a des personnes qui viennent plus pour comprendre, et puis il y a des personnes qui viennent pour donner. Il n'y a aucune contrainte dans le sens où si on est pris par le temps, par son boulot, bah, c'est la vie, c'est comme ça, on ne va pas vous taper dessus. L'objectif, c'est de venir avec du plaisir. Entre guillemets, bah, on reprend voilà, les valeurs d'ADN West, hein, tout simplement. Donc c'est là pour du plaisir et du partage. Et donc si vous voulez vous inscrire effectivement dans différents chantiers, bah, je vous invite à vous connecter également sur la page d'ADN West, sur laquelle il y a une page dédiée à la communauté data. Vous mettez communauté data ADN West, vous allez tomber dessus. Et on va vous expliquer un peu les différents streams. Et puis n'hésitez pas tout simplement à me contacter si vous voulez en savoir plus, pour que je vous expliquer un peu concrètement ce qu'on y fait. Et si vous voulez intégrer un groupe de travail, voire créer un groupe de travail. Et j'ai fini. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je passe la main. Merci. Je vous prends le micro. Je prends la zapette. Et on va présenter, alors juste un petit mot, on va donner la parole au maître des lieux qui va nous faire un petit mot d'accueil. On dit bonjour aussi aux gens qui nous suivent en distanciel. Donc, juste la règle du jeu de ce soir. Trois speakers, Fabien Armand de chez Neotoa, Guillaume Grasset, Groupama et Pierre Reyna d'Innoval. Et notre règle du jeu, quand on fait un événement entre ADN et Datamaniac, c'est le chronomètre. L'arbitre, c'est le chronomètre et du coup, c'est très timé. Vous allez voir, ce sont des échanges très rythmés. Alors, je le dis aussi aux témoins, aux speakers, c'est un peu frustrant parce que je vais régulièrement vous couper la parole. Pourquoi? Parce que vous avez plein de choses à dire, plein de belles choses à dire et qu'on va enchaîner pour donner du rythme. Donc, désolé d'avance, mais en tout cas, on utilise à chaque fois une tronçonneuse et on y va. On va parler surtout d'usage, d'enjeux, d'organisation, un peu de tech, et puis on va chercher les points communs entre les trois témoignages, puisqu'il ne s'agira pas forcément d'entrer dans tel ou tel métier, sauf si vous êtes un pro de la génétique, sauf si vous êtes un pro de l'assurance, ou sauf si vous êtes un pro du logement social, mais l'idée, c'est plutôt les enjeux. Pour des cas pratico-pratiques que vous allez pouvoir utiliser. Juste avant de vous donner la parole, monsieur Cassia, je voulais vous dire, vous ne savez pas forcément qui est où dans la salle ou en présentiel, citer quelques entreprises qui vous permettent un peu de savoir quelles sont les entreprises qui ont été intéressées par cette soirée. Je vais aller très très vite, mais il y a des gens de Reden, de CCPA, d'Ouest France, Yves Rocher, Udif, Lactalis, Fleury Michon, Groupe Valéor, Andifarm, Océplas, Tribala, Panagé, Imaprotec, La Belle-Illoise, Groupe Rouillet. Je pourrais en citer, bien sûr, comme ça, il y a environ 130 personnes au total, mais c'est important aussi de savoir qui est autour de la table sans qu'il y ait de table, mais qui est du présentiel et du distanciel. Je crois que j'ai rien oublié pour cette règle du jeu. Monsieur Cassia, je vous donne la parole avec le micro. Il est allumé, oui, allez-y. Et puis, vous avez un petit 3 minutes. Je suis désolé déjà d'être dans le chronomètre pour accueillir tout le monde. Le sujet du jour, c'est pas Neotoa, donc bienvenue chez nous. On est très content de vous accueillir. Merci Fabien d'avoir eu cette initiative. C'est l'occasion pour vous de voir notre nouveau siège. Hein. On est en chantier, vous avez dû le remarquer. C'est Neotoa qui est en transformation aussi. Et c'est notre siège, il a voulu être conçu à notre image. Alors, il n'est pas tout à fait terminé. Mais voilà. Alors, quelques mots sur Neotoa pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, bien sûr, on nous présente comme bailleur social, mais on ne fait pas que du logement social. On ne fait pas que du locatif social. On fait aussi de la promotion immobilière. Notre chiffre d'affaires, c'est 124 millions. Et il y a un quart de notre chiffre d'affaires qui se fait en promotion immobilière. Donc, ça vous donne une idée. 124 millions
on va dire, ça peut osciller en fonction des années et du cycle de l'immobilier privé. Bon, il y a quelques années, voilà ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire on a été considéré comme être un secteur un peu protégé, ce qui est le cas. Et donc, on nous a coupé les ailes, on nous a fait baisser nos ressources finalement d'une loi à l'autre. Mais vous connaissez bien ça dans le privé, 10% en moins. Donc, il faut nous adapter. Et finalement, eh bien, petit à petit, on se banalise et on va chercher de nouvelles ressources. Alors, parallèlement à ça, ben, voilà, on est sur un marché concurrentiel, évidemment. On a 22 000 logements, on cherche à se rapprocher d'autres organismes, c'est aussi cette course-là. Et voilà, pour essayer d'être attractif, améliorer notre qualité de service, eh bien, on s'est transformé du point de vue digital. Alors, c'est un long chemin. Et la donnée qui est votre thème du jour est très importante pour nous parce que c'est à la fois des économies, un autre rapport à notre environnement, à nos partenaires, à nos collectivités donneurs d'ordre, mais c'est aussi pour nous un sujet de valorisation. Donc c'est tout l'enjeu. Je crois que ça va être le thème de votre soirée sur ce qu'est la donnée. Je vous souhaite de passer une bonne soirée ici même, chez Neotoa. Merci. Merci. Vous pouvez poser le micro si vous voulez. On peut lancer, on va accueillir notre premier témoin, Fabien, et puis on va l'accueillir en musique. Vous allez voir, on a prévu des choses sympas. Fabien. Il y a un rapport. On ne sait pas où est le rapport avec la data, mais il y a un rapport. Enfin, en tout cas, c'est libéré, délivré en mode métal. Parce que Fabien, pourquoi en mode métal? Parce que Fabien est, on va dire, entre autres, à 16 heures perdues. À 16 heures très perdues. Hein. De toute façon, le métal, c'est quelque chose d'assez perdu hein, comme passion. Donc voilà pourquoi on a choisi de commencer un peu sur cette touche fun. Hein, alors, sans se prendre on commence par une touche fun, et puis moi, j'ai commencé le chronomètre. Donc Fabien, c'est parti. Tu es le premier sur le grill. La première chose, pour poser le contexte, Fabien, vous êtes arrivé chez Neotoa il y a 2 ans, 3 ans. Donc du coup, quel était le terrain de jeu à l'époque et vous, votre feuille de route? Moi, je suis arrivé en mars 2019 chez Neotoa. J'ai eu la chance qu'on me laisse le temps de découvrir l'entreprise pendant 3-4 mois. Et on va dire que sur le terrain de jeu, la feuille de route, on m'a dit, tu viens dans cette société, je le savais avant d'arriver, qui est sur la voie de la libération. Et quand je dis la voie, ce qui veut dire que l'entreprise a fait un acte de libération en décidant que le pouvoir, la valeur était au sein de ses employés libérés, ses clients libérés, ses fournisseurs libérés. Donc en gros, moi, la feuille de route, on ne m'a pas dit il faut que tu augmentes la performance à tel endroit. On m'a dit il faut que tu augmentes la capacité de libération des collaborateurs de l'entreprise, mais aussi des clients, aussi des fournisseurs. Alors derrière ce grand mot, c'est un peu compliqué d'arriver. Et on a bâti un schéma directeur de transformation autour de cette thématique, la notion de libération. Ce qui veut dire que tous les projets qu'on fait aujourd'hui chez Neotoa sont des formes d'actes de libération, hein, que ce soit au niveau de nos collaborateurs. Donc, on leur offre des outils pour que c'est eux qui accroissent leur performance et notamment via la donnée, ce qui veut dire via l'accès à la donnée. Et c'est pour ça aussi que c'est un thème qu'on dit sur la libération de la donnée, c'est-à-dire qu'on part du principe de la subsidiarité. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont améliorer leur façon de travailler et améliorer le quotidien de locataires parce qu'ils vont avoir accès à des outils qui améliorent leur performance, mais aussi parce qu'ils vont avoir accès à des données. Et ça, on y va même jusqu'au niveau de nos fournisseurs. C'est-à-dire que nos fournisseurs, on doit partager de la donnée avec eux. Quand je dis fournisseurs, hein, Bruno parlait de la promotion immobilière, il y a des gens qui construisent des bâtiments pour nous, des gens qui interviennent dans des bâtiments pour nous. Donc, on doit leur donner de la donnée pour qu'ils interviennent mieux pour nous, mais in fine pour nos clients, qu'ils soient locataires, que ce soit des gens qui achètent des logements chez nous. Donc voilà, hein, on pourrait prendre plein d'exemples. Quand vous commencez ce chantier, est-ce que ça veut dire que dans l'entreprise, déjà, tout le monde est au fait
et que le tapis est déroulé, ou est-ce qu'il y a différents ateliers, différentes étapes, séances de travail pour mettre les choses en œuvre? Alors, en termes d'être au fait, les gens étaient plutôt au fait qu'ils étaient libérés. Je veux dire, moi, quand je suis arrivé, j'ai fait le tour des services, comme on arrive souvent dans une nouvelle entreprise. Et alors là, j'ai écroulé sous les nouveaux projets, les nouvelles idées. Ça allait de choses très, très simples, comme avoir une nouvelle plateforme de hub fournisseur, un nouveau site Internet, comme des gens qui me disaient, moi, ce qui serait super, c'est que dans les quartiers, il y ait des box connectées qui permettent aux gens d'emprunter des perceuses. Voilà, bon, petit sujet assez coriace déjà à attaquer. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout pris. Et puis après, aujourd'hui, on a commencé à travailler en mode très collégial, très consensus, à se dire tous les gens qui ont un projet aujourd'hui qui le portent, ils ne vont pas le présenter qu'à moi, mais ils vont présenter ça à leur pairs pour que de manière collégiale, on décide où on veut aller. Alors bien sûr, ça s'est porté par une vision, qui est une vision d'entreprise, de dire on est là pour libérer la donnée. Donc on va toujours partir sur ce paradigme, on est là pour libérer les choses, on est là pour libérer les énergies, mais chacun peut venir avec son sujet. Donc on est vraiment dans des instances collégiales. Alors je vais utiliser un gros mot, mais l'holomorphisme, ce qui veut dire qu'on va ressortir d'un groupe pour créer un petit groupe de travail qui réfléchit à quelque chose et qui présente aux autres. Donc c'est comme ça qu'on a bâti notre feuille de route pour y aller, tout en gardant cette vision de libération. Ce qui veut dire qu'à chaque fois Concrètement, les séances de travail, elles se passaient comment pour avancer? Concrètement, c'est des échanges avec beaucoup de personnes. Ce qui veut dire, je pense qu'on en a fait une il y a même pas 2 semaines. Donc on était dans cette pièce, on se réunit à une trentaine de personnes. Les gens présentent leur sujet, un par un. Et puis en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tout le monde a présenté son sujet, l'après-midi, on va se mettre tous ensemble et c'est les gens qui ont présenté leur sujet qui vont le coter entre eux. À savoir, est-ce que c'est opportun pour l'entreprise? Est-ce que ça partage la vision de l'entreprise? Est-ce que c'est faisable? Alors bien sûr, ça va vous sortir des matrices à peu près pour dire, ça c'est hyper simple à faire et tout le monde le veut. Puis après, bien sûr, nous, on reste quand même un petit pôle ici, donc on est 13 personnes pour 350 collaborateurs dans l'entreprise, donc vous imaginez bien qu'on n'a pas la capacité de tout faire. L'objectif, c'est de confronter ça à la capacité à faire. Tout en gardant effectivement, je le redis, mais cette vision autour de la libération de la donnée. Donc effectivement, ça demande déjà d'avoir à la base une vision d'où on veut aller. Mais bien sûr, on va y arriver de manière incrémentale par étape, en ayant une façon de fonctionner qui est plutôt dans le test and learn. Une entreprise libérée, c'est une entreprise qui se donne le droit aussi à l'erreur. Et pour décloisonner la donnée, on va faire quand même pas mal d'erreurs au début. Ce qui veut dire qu'on a testé des choses. On est parti bien sûr sur des postulats de base autour de la donnée. Et puis on va être très pragmatique. Aujourd'hui, nous, autour de la donnée, quand on dit décloisonner, on a 3 grands domaines de données qu'on a souhaité décloisonner. C'est la donnée du client. Parce que je veux dire qu'aujourd'hui, c'est des données qui étaient dans nos ERP, parce que là, je lance des grands mots, mais il ne faut pas fanfaronner. Nous, on a un ERP d'éditeur où la donnée, pour l'enlever, il faut aller chercher dans des bases de données. C'est très complexe, il n'y a pas d'API de web service, les imports-exports, c'est toute une montagne à faire. Donc, nos utilisateurs n'avaient pas accès à cette donnée. Donc, pour la décloisonner, on a dû y aller par étapes sur ces grands domaines qui étaient la partie client, la partie patrimoine et la partie financière. Vraiment, on s'est pris ces 3 grands domaines sur lesquels on a mis plusieurs chantiers. Alors, 2 grands chantiers, c'est le chantier de la visualisation de la donnée. Vous avez mis en place une plateforme dans le cloud? Ouais, on avait déjà une plateforme, alors, encore des gros mots, mais on-premise sur des technos un peu vieillissantes. Et on s'est dit, on va tenter. On va se dire, on bascule tout dans le cloud, sur cette partie-là. Et on l'a tenté parce qu'on s'est autorisé à le faire. On ne s'est pas dit, est-ce que techniquement on va y arriver? Est-ce que c'est pas trop fou pour nous? Donc en fait, on a bossé avec 2-3 urbanistes qui ont dit, allez-y, on tente. Et puis on a tenté, on a commencé à mettre des premières briques sur étagère, et puis y aller, et à chaque fois qu'on franchit une étape, on se redonne une visibilité après. Donc une première plateforme dans le cloud, et associé aussi à un deuxième chantier plus technique, plus invisible pour nos utilisateurs, c'est l'API management, et qui est un sujet dur à adresser quand on n'est que 13, sans développeurs. Donc là, pareil, on est parti sur des solutions cloud et sur des solutions plutôt orientées low-code. Je vais prendre l'exemple. Un très bel ERP qui fonctionne très très bien, mais il n'y a aucune API de web service dessus.
Donc d'un côté, on avait des stratégies d'achat, on a pu dire, chaque fois qu'on se prend un nouvel élément, la base, on urbanise, donc on n'achète que des outils qui ont des API de web service, avec du REST, avec du JSON. Par contre, notre ERP, on est coincé. L'éditeur, bien sûr, il ne veut pas aller là-dedans parce que dès qu'il ouvre son ERP, il ne peut pas vendre de nouveaux modules. Donc on a pris, on a cherché, on a testé. Notre urbaniste a dit ouais, super, c'est dommage que vous n'ayez pas une base en SQL Server parce qu'il y avait un super framework en SQL Server qui permettait de faire automatiquement des API. Puis on a cherché, on est tombé sur un truc qui s'appelle Oracle REST Data Services. Alors pour ceux qui connaissent, c'est ORDS, qui permet tout simplement à partir d'une requête SQL, je suis un peu technique, mais de faire un web service. Donc d'exposer de manière synchrone son système d'information. Et donc on l'a tenté sur 2-3 objets, des objets clients, de la situation familiale de tiers par exemple. Et puis bah ça a marché. Donc se dire on industrialise. Et puis après on a fait une supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a essayé un modèle en oignon. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, bah, on a rajouté de l'Azure API Management pour contrôler tous les API métiers qu'on avait. Et puis aujourd'hui, on est rendu à l'étape où on essaye de faire de l'ESB. Mais ça, on l'a fait par étapes. Parce que décloisonner à la donnée, on ne peut pas le faire en se disant, bon, on fait tout d'un coup. Et Voilà. néanmoins, vous avez fait le choix d'ouvrir des licences aux 340 collaborateurs de Neotoa. Vous auriez pu le faire aussi par étapes, mais là, vous n'y êtes pas allé par étapes. Bah, on l'a testé d'abord sur quelques collaborateurs, en fait. Quand on parlait d'atelier, en fait, on a fait des premiers travaux très techniques avec des urbanistes pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Puis après, on a rencontré nos utilisateurs. Alors, je ne vais pas vous dire que tout se passe bien. On s'est pris des bouillons quand on a présenté, par exemple, des outils de visualisation de données avec des couches sémantiques où les utilisateurs peuvent faire du drag and drop de données. On est arrivé face à nos travailleurs sociaux qui nous ont dit « Ouais, c'est quoi votre truc? On ne comprend rien. » Au bout d'une demi-journée, ils nous ont dit « Ah si, ça nous plaît, ça nous intéresse. » Mais il a fallu leur montrer, il a fallu les accompagner. Et on s'est dit, si on convaincre les travailleurs sociaux qui étaient les plus hermétiques à cette partie-là, certainement que tout le monde allait suivre. Puis après, bah voilà, par échantillonnage, on s'est rendu compte que des gens commençaient à utiliser cet outil de manière tout seul, un petit peu en Shadow IT. Et pour rattraper le Shadow IT, ben, on a fait une petite négo avec Microsoft. Et puis, effectivement, on s'est dit, ben, on va mettre les licences à tout le monde dans le cadre d'une transition vers nos licences E3 vers E5. Deux choses à noter. Ce changement de techno, ça vous a permis d'accélérer sur des temps de calcul dans les bases. Et il y a quoi? Il y a eu un avant, un après. Et puis, il y a autre chose que vous avez évoqué, c'est, vous avez dit 100 développeurs. Ça veut dire, ouais. C'est quoi les profils autour de vous pour mettre ça en œuvre? Donc là, il y a deux questions. La première, c'est les temps de calcul. Alors effectivement, sur tout ce qui est BI, Business Intelligence, quand il fallait refaire le système, j'ai regardé les serveurs qu'on avait à la maison, je me suis dit, wow, faudrait racheter plein de choses, quoi. Pour en fait du temps de consommation assez limité. Typiquement, quand on fait l'extraction de données, c'est rare que ça tourne en journée sur la base de production parce qu'on est en train d'écrouler le système. Donc en gros, on commence à faire tourner les trucs vers 10 h jusqu'à 5 h du matin. Sauf que moi, on ne peut pas monter sur des serveurs à je ne sais pas combien de corps, de RAM, etc. parce que ça coûte une blinde. Alors, bien sûr, il y a des gens qui investissent dans des supercalculateurs, tant mieux pour eux. Nous, ce n'est pas forcément un truc, mais on s'est dit, c'est cool parce que dans le cloud, en fait, c'est scalable. Et en fait, on paye que à la consommation. Donc on s'est plutôt dit, le paradigme, c'est pas grave, ça va tourner peut-être plus cher, mais moins longtemps. Donc en fait, on s'y retrouve sur des choses qu'on n'est plus capable de faire à la maison, en fait. Donc sur le cloud, le fait de prendre des éléments sur étagère et puis de pouvoir pousser de la puissance de calcul. Nous, typiquement, on est sur un stack Data Factory, Databricks, Power BI. On a choisi de prendre du Databricks pour ses capacités de cluster et pour avoir la capacité en parallèle de faire tourner plein de traitements sur des bases costauds. Parce que on a fait le choix aussi de simplifier au maximum. Je veux dire qu'on ne se pose plus la question de ce qu'on sélectionne dans les bases aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'était trop compliqué intellectuellement. Et comme on est un peu flemmard, on a tout simplement créé des moulinettes qui vont aspirer tout ce qu'il y a dans les bases, comme des gens pourraient faire dans des thématiques de big data. Nous, on n'a pas une thématique de big data, mais on s'est inspiré de ça pour juste faire du décisionnel classique. Dire qu'on aspire tout parce qu'on se dit, en fait, c'est nos collaborateurs qui savent ce qui est important pour eux. Et puis nous, au niveau du pôle ici, on choisit l'étape qu'on prend. Donc on prend toutes les tables, on construit très rapidement des couches sémantiques, des historisations de données. Parce que dès qu'on charge une table, on l'historise directement avec tous ses mouvements. Et puis après, c'est le contrôle de gestion, c'est les data scientists de l'entreprise qui récupèrent ça et qui, eux, par couche, vont recréer une autre couche sémantique pour d'autres collaborateurs de l'entreprise.
Donc, on a déporté beaucoup de choses côté utilisateur sur cette partie-là pour que, effectivement, c'est eux qui connaissent le truc. Nous, notre valeur à apporter, c'est d'apporter de la donnée. Donc, décloisonner au maximum. Puis après, une fois qu'il y a une donnée, ils reconstruisent d'autres couches pour le reste de l'entreprise. On peut parler, on disait qu'on allait mettre en lumière des cas d'usage. Je m'appelle Martin, je suis directeur d'une agence à Fougères. Je vais pouvoir jouer avec quoi et comment et pourquoi. Ça va me servir à quoi? Alors, on va dire qu'on a des indicateurs régaliens hein, qui sont chez nous le taux de vacances. Ce qui veut dire combien il y a de logements qui ne sont pas occupés. Parce que si un logement n'est pas occupé, le loyer ne rentre pas. Donc forcément, il n'y a pas de chiffre d'affaires standard. Mais ce qui est bien, c'est de le voir à plein de niveaux. Parce qu'une ville, en fait, c'est un élément hyper complexe. Ce qui veut dire qu'il y a des quartiers où il y a des gens qui vont vouloir aller. Par exemple, si je vous dis à vous, il y a certains quartiers dans Rennes, il y a plein de logements vides. C'est-à-dire, moi, j'ai pas trop envie d'habiter là. Oh, parce qu'il n'y a plus de boulangerie, parce qu'il y a un peu de nuisance, parce qu'il y a des points de deal. Voilà. Donc, c'est lié à d'autres données. Donc, tous ces indicateurs, on va dire régaliens, l'impayé, la vacance, etc., ce qui va intéresser les agences aujourd'hui, c'est pouvoir lier ça, par exemple, avec des plaintes de locataires. C'est pouvoir lier ça avec des informations sur l'occupation sociale. On peut dire, typiquement, quelles sont les compositions des foyers avec lesquels on vit. Alors, vous imaginez bien que, alors c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on fait beaucoup au niveau du logement social sur la mixité. Ce qui veut dire que maintenant, quand on construit plus 20 barres d'affilée de 17 étages avec que certaines catégories socio-professionnelles. C'est beaucoup plus mixte. Mais il y a encore beaucoup de territoires où on doit travailler là-dessus. Typiquement, c'est aussi analyser des données. Aujourd'hui, si on prend l'actualité, c'est de dire que, par exemple, des gens qui habitent dans des pavillons à la campagne, on se doute que le carburant va un peu augmenter. Donc, on peut se poser la question, déjà aujourd'hui, s'il ne faut pas qu'on surveille les impayés en augmentation. Voir les gens qui nous font différents types de réclamations. C'est pareil que dans des quartiers. Si on a plein de troubles de voisinage qui augmentent, ça va permettre aux personnes dans des agences, par exemple, d'aller travailler avec des acteurs sociaux pour se poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce quartier? Parce que nous, on reçoit ces informations. Donc, ça donne une capacité de prise d'initiative, et quand on parlait de libération, fait en sorte que les collaborateurs peuvent prendre des actions grâce à cette donnée pour changer un peu la donne. Parce qu'effectivement, on a un rôle, on est une entreprise privée adossée à un organisme de tutelle, mais fondamentalement, on a une utilité sociale. Un logement social, quand il y a de l'intérêt, ça vous touche au quotidien. Ce qui veut dire que si les gens ils sont bien logés dans le logement social, si les gens ils achètent des bons immeubles, il est fort à penser que la vie dans la ville va s'améliorer. Je ne l'ai pas derrière moi, mais si, je l'ai derrière moi, Néotoa embellit la ville et la vie. D'abord, on embellit la ville, mais c'est pour embellir la vie. Alors, bien sûr, ça peut paraître un beau slogan comme ça, mais c'est bien la réalité du logement social. On travaille bien là-dessus aujourd'hui. Et la donnée, elle doit servir cet intérêt. On a parlé d'un cas d'usage, on peut parler d'un échec. Vous jouez avec la donnée pour en faire des choses qui marchent, mais tout ne marche pas à chaque fois. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas allées au bout? Ouais, il y a vraiment un truc qui n'est pas allé au bout, et là, on a été hyper gourmand. On a voulu un peu se la raconter, je pense. On a essayé de faire un petit peu de machine learning. Et puis, en fait, ça n'a pas du tout marché. On s'est posé la question comment on pouvait détecter via du machine learning, en gros, des dossiers de contentieux qui n'avaient plus d'intérêt à être suivis. Si dans votre domaine, par exemple, vous avez ça, alors je ne prends pas dans le domaine, mais si typiquement vous avez un abonnement téléphonique et que vous commencez à arrêter de le payer et qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus d'argent sur votre compte, il y a tout intérêt à dire celui-là, on ne peut pas le rattraper. Donc ça ne sert à rien de continuer avec lui, on le laisse dans son coin et on s'occupe de cas qu'on peut rattraper. On a tenté de faire ça et ça n'a vraiment pas du tout marché. D'une, techniquement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de données. On parlait environ de 300 000 lignes d'historique de données, c'était pas assez. Et deux, ça n'a pas marché parce que nos utilisateurs, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas qu'il y ait un outil qui décide à leur place de qu'est-ce qu'est un parcours de nos locataires fondamentalement. Et là, on a travaillé au niveau des impayés sociaux et en fait, on s'est rendu compte qu'une situation de non-paiement de loyer était bien plus complexe que ce qu'on était capable de faire au niveau de la donnée aujourd'hui. Il y a encore le feeling humain qui est hyper important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre toutes les données dans un outil. Principe de RGPD. Voilà. Il y a vraiment des données qui sont importantes sur les personnes qu'on n'a pas le droit de mettre tout simplement. Donc, ça biaise complètement le système.
Et puis, fondamentalement, c'est pas parce qu'une donnée nous sort quelque chose qu'on ne peut pas récupérer la chose en termes humains sur le terrain. Donc voilà, on s'est rendu compte que là, on devait rester vraiment sur l'aide à la décision et vous ne pouvez pas remplacer la décision elle-même, surtout sur des cas qui concernent des êtres humains qui sont extrêmement complexes au quotidien. Donc voilà, c'est un échec un peu technique. Et puis, on sait que là, il faudra des années derrière pour reprendre un peu nos utilisateurs qui ont été un peu échaudés sur le sujet, quoi. Je vais vous reposer une autre question sur le BIM et la GMAO, mais avant, n'hésitez pas à préparer vos questions. Il nous reste 2-3 questions dans notre échange, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Fabien pourra répondre à vos questions juste après son intervention. Juste, vous avez parlé voilà, des données, on va dire, des locataires. On peut parler aussi des données liées au BIM et à la GMAO. Ouais, tout à fait. Alors, le BIM, c'est je vais essayer de bien le dire, le Building Information Management. Beaucoup parlent de jumeaux numériques, de maquettes 3D, mais en fait, c'est le fait d'avoir des informations sur un logement. Enfin, tout simplement, un bâtiment ici, il est construit avec des murs, il y a des poutrelles, on a même des équipements de type chauffage, des radiateurs, etc. Et ces informations, on les conserve dans des logiciels. Ce qui permet de la spatialisation, de refaire l'univers en 3D, mais surtout, ce qui est important sur ces éléments, c'est qu'il y a des infos dessus. Un radiateur, il a été mis en service à telle ou telle date. C'est vraiment le principe du BIM. Et en fait, nous, ces infos, on a cherché à les décloisonner parce qu'elles existaient, mais elles sont sur des plans papier. En fait, on les a pas. Qui arrive à faire un système décisionnel. Alors peut-être que les gens ont des systèmes de reconnaissance d'IA complètement perfectionnés. Mais en fait, ce qu'on est passé, on passe par des numérisateurs qui prennent ces données et qui les mettent sous un format qui s'appelle le format IFC pour les rentrer dans un logiciel pour qu'on puisse les croiser. Et ça commence à faire des bonnes volumétries de données parce que sur 22 000 logements, imaginons qu'il y ait 130 types d'équipements dans un logement, vous commencez à multiplier. En plus, on a des parties communes, des extincteurs, des VMC, des ascenseurs, etc. Et ça, l'objectif, nous, c'est de décloisonner ces données pour l'avoir. Et on parlait de GMAO, pour travailler avec les GMAO de nos fournisseurs d'intervention. Typiquement, quand on a un ascenseur qui est en panne au sein d'un de nos lotissements, ce n'est pas nous qui le réparons. Une entreprise de 350 personnes avec des services administratifs, etc. Donc, on a des contrats avec des prestataires extérieurs, des Engie, des ABF35, des ProxyServe. Je ne vais pas froisser tout le monde parce qu'il y en a plein, je ne vais pas tous les nommer. Et en fait, ces gens-là ont des GMAO, des systèmes de gestion d'intervention. Si vous avez une chaudière chez vous, vous avez déjà venu quelqu'un qui est rentré le numéro de série de la chaudière. Et en fait, nous, on a du mal à échanger ces informations avec ces gens-là. Parce qu'en fait, nous, on est obligé de leur donner, si on a une chaudière, à quelle date a été mise en service, pour qu'eux, ils fassent la mise en service et qu'ils nous renvoient l'info qui re-rentre dans notre système pour que nous, on puisse faire ce qu'on appelle de la programmation pluriannuelle de travaux. C'est-à-dire qu'on va calculer sur un bâtiment, ou même sur l'ensemble de nos bâtiments, tous les VMC qui ont plus de 10 ans qu'on doit changer sur telle marque. Associé à une gamme de travaux qui nous dit c'est 100 € par VMC. Et nous, on va calculer, ça fait on a 2 millions à mettre sur la table pour faire ça. Et on va déterminer sur l'ensemble de notre parc chaque année ce qu'on doit améliorer. Il faut savoir que 30% des loyers dans les offices H&M sont, alors spécifiquement chez Nota, sont remis dans la réhabilitation des logements. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous versez 100 €, il y a 30 € qui sont utilisés pour faire réhabiliter le logement, le faire en plus. Parce que effectivement, tout le monde a des maisons, les choses tombent en panne, il faut les réparer, il faut le remettre au goût du jour. Il y a un grand enjeu énergétique. On doit faire disparaître les passoires énergétiques des logements sociaux. C'est un enjeu pour tout le monde. Je le disais, un logement social, c'est vraiment un enjeu de société. Et donc, le BIM, c'est vraiment ça. C'est comment on fait sortir 30 ans de plans 2D pour les rentrer dans les logiciels, pour partager l'information avec des fournisseurs, mais aussi avec nos locataires. Typiquement, à nos locataires, on doit le fournir via des extranets, les diagnostics énergétiques, les consoles électriques, etc. Donc ça, c'est des informations qui sont portées par des équipements. Donc voilà. Merci Fabien, on est dans le timing. Il me reste une question, mais je me la garde sous le coude à la limite, puisque plutôt, Cyril, est-ce qu'il y a des questions chez les gens distanciels? Oui. On a Antoine qui nous demande quelles informations sur les données que vous aspirez fournissez-vous? Donc, on n'a pas Antoine en direct live pour creuser la question. Ouais, parce que effectivement, c'est la question à qui on fournit. En tout cas, ce qu'on ne fait pas, c'est de l'open data. Aujourd'hui, on expose de la donnée uniquement à des partenaires et uniquement aux locataires de manière individuelle. Donc, le locataire a le droit de voir la donnée qui le concerne. D'accord ? On ne fait pas d'open data.
Ce qui veut dire qu'on n'est pas là à fournir les niveaux d'occupation sociale par endroit. Ça sert uniquement en interne. C'est de la donnée sensible. Donc, elle nous sert pour des usages internes répertoriés effectivement dans nos procédures, dans nos traitements. Effectivement, au niveau, et c'est très suivi par le DPO sur cette partie-là. Par contre, ce qu'on fournit, c'est des données qu'on fournit au niveau de l'État. Il y a beaucoup d'enquêtes au niveau de l'occupation sociale qu'on doit fournir à l'État, qu'on doit fournir à différents organismes de mutualisation pour qu'il y ait un suivi en fait étatique, hein, parce que la donnée elle rentre par chez nous. On va finir au niveau du gouvernement qui décide des grands plans en fait, hein, au niveau global. Et c'est un grand sujet de la campagne, le logement. Donc voilà, et puis c'est surtout un grand sujet d'avenir. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question d'Antoine. Antoine nous le dira. Je peux répondre oui en ligne. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Et sinon, moi, sinon j'en pose une. On l'a évoqué ensemble, et c'est pour finir, pour jouer votre rôle social, vous avez un programme qui s'appelle Solex au service de l'emploi. Comment vous faites, comment la data peut jouer son rôle dans ce programme? Ouais, Solex, c'est ce qu'on appelle un programme d'exploration solidaire. Et on n'est pas les seuls à le faire, hein. Il y a d'autres bailleurs de Rennes et on travaille avec des bailleurs aussi anglais, hein, sur le sujet. Je vois ça parce que je vois qu'il y a un collègue des bailleurs dans la salle, Nicolas Desguillons Construction. Et sur ce sujet-là, là, on est vraiment dans un gros sujet de libération, c'est que c'était des appels à projets pour mettre en place des innovations sociales. Et là, l'innovation sociale a porté sur le retour à l'emploi. Donc, le retour à l'emploi, de base, hein, on s'en doute que c'est très important de faire en sorte que les gens qui sont en difficulté reviennent à l'emploi, mais c'est aussi un gage pour les bailleurs que les gens, effectivement, puissent payer leur loyer, hein, tout simplement. Il faut savoir, quand vous êtes dans un logement HLM, ce n'est pas gratuit, il y a un loyer à payer. Donc, quand vous avez un emploi, c'est quand même mieux pour payer votre loyer, hein, tout simplement. Et c'est ce qui fait que le logement social peut continuer. Ce logement social était gratuit, il ne pourrait pas continuer. Aujourd'hui, pas faire poétique, parce que Bruno, qui était tout à l'heure, en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que l'État se désengage du logement social. Donc, derrière ça, nous, on doit trouver des sources de revenus, hein. Donc, l'employabilité des gens est importante. Et la data, ce qu'elle nous permet de faire, c'est qu'elle nous permet de détecter en fait aussi les profils qui peuvent rentrer dans nos programmes, hein, parce que c'est assez dur à identifier, parce qu'en fait, les gens ne viennent pas vers vous. Vous imaginez, quand vous êtes dans une situation difficile dans la vie, même quand vous allez dans un hall d'immeuble et qu'on va vous dire Solex, exploration solidaire, retour à l'emploi, on a des ateliers informatiques, il faut avoir la capacité d'identifier ces gens. Parce que les personnes, elles sont dans une difficulté, donc elles vont avoir du mal à venir vers les gens qui proposent ça. Donc il faut aussi qu'on aille chercher les gens, et la donnée a cette particularité qui va nous permettre de faire tout simplement des campagnes de marketing au niveau social. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable d'identifier des gens qui sont plus éligibles, qui sont plus réceptifs, et les canaux qui permettent d'aller vers eux, hein. Donc quand on parle d'utilité sociale, vraiment on est au cœur du sujet, et la donnée, elle ne remplace pas l'action humaine qui permet de débloquer les choses, mais elle permet cette identification qui nous permet, nous, de remplir notre rôle d'utilité sociale, quoi. Merci Fabien pour ce témoignage. Et puis on va donner la parole à Guillaume. Merci à tous, merci en ligne. Et pour accueillir Guillaume, on va lancer quelque chose. Et si tu n'existais pas, je découvre la musique en même temps. Exactement. C'est bien d'être plus fort. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Guillaume se demande pourquoi Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer. Peut-être qu'on découvrira à la fin du témoignage, si tu n'existais pas. Ouais, peut-être que c'est une histoire d'amour entre Guillaume Gasset et Groupama, on ne sait pas. Guillaume, bienvenue là pour ce témoignage. On ne va pas présenter Groupama, hein, on a présenté Neotea. Je pense qu'on ne va pas présenter Groupama, on va se passer de ça. Vous êtes aussi, on va directement entrer dans le vif du sujet, arrivé chez Groupama pour mettre en œuvre toute cette mécanique data il y a 3 ans. Donc avant, vous étiez où et pourquoi vous êtes arrivé à ce moment-là? Alors effectivement, moi je suis arrivé il y a un peu plus de 3 ans. Avant j'étais où? J'ai bossé pas mal en start-up sur Nantes, notamment chez The Base, Parklane, aujourd'hui, sur des sujets très orientés data et très orientés IA.
un passage chez Page Jaune précédemment, donc où je pilotais toute l'activité Big Data. Et pourquoi Groupama? Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une volonté. Donc la data chez Groupama, donc moi chez Groupama Loire-Bretagne, donc c'est l'entité régionale Groupama. La data, c'est clé, mais c'est utilisé beaucoup pour du reporting, pour du réglementaire. Il y en a besoin pour piloter l'activité de manière très fine, mais pas forcément pour aller au-delà. Sur la connaissance client, on a une bonne base de connaissances, mais on ne va pas forcément loin, on ne va pas se projeter en termes de prospective, on ne va pas forcément l'utiliser pour des sujets autour de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est parti d'une volonté du directeur général et du CODIR de se dire, bah voilà, il faut qu'on aille plus loin, et comment on va plus loin, et ce projet-là m'a plu, et c'est pour ça que je suis arrivé ici, quoi. On l'a évoqué avec Fabien tout à l'heure, il y a une volonté du DG, donc c'est important, du sponsor, comme on dit. Mais est-ce que, pareil, même question que pour Fabien, est-ce que tout le monde était aligné pour accepter ça et pour se prêter au jeu en interne? Alors en théorie, oui. En pratique, évidemment, la volonté, elle est là, mais on est quand même sur des sujets, quand on parle d'IA, quand on parle de réflexion pour aller plus loin, c'est aussi aller plus loin dans ce qui est fait au quotidien. Donc ça veut dire transformer aussi l'activité des collaborateurs. Donc finalement, l'IA, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas exactement forcément ce qu'il y a derrière. Je découvre la photo en même temps. Ouais. Donc effectivement, c'était réussir à convaincre et à mutualiser les travaux. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup dans nos directions, dans nos métiers, effectivement, des silos, des personnes qui avaient des besoins très primaires et potentiellement d'une direction à l'autre, d'un service à l'autre, des besoins assez similaires, mais il fallait déjà, dans un premier temps, regrouper les équipes, puis surtout regrouper les projets pour mutualiser, être plus efficace, avant finalement d'aller plus loin et d'apporter une valeur nouvelle, quoi. Donc il y avait effectivement cet enjeu-là, et cet enjeu de conduite du changement, ce qui était de, voilà, on va travailler différemment, on va apporter une valeur nouvelle, comment on va le mettre en place. Donc il y avait déjà des profils, vous aviez déjà des profils data, mais qui étaient disséminés quoi, dans les métiers? C'est ça. On avait effectivement déjà des profils data dans les différentes directions métiers qui travaillaient tout ou partie des environnements de données qu'on avait. Et l'idée, c'était effectivement de mutualiser les besoins. Et effectivement, je prends un exemple très concret. Le pilotage de l'activité commerciale, il était fait au sein de la direction financière, il était fait au sein de la direction commerciale. Est-ce qu'on ne doit pas retrouver la même chose et mutualiser les choses, quoi. Donc déjà, c'était un premier enjeu, réussir à être plus efficace et puis surtout à construire une vision transverse. Parce que ce qui est important, c'est pas tant le pilotage d'une activité par le bout d'un prisme, mais effectivement d'avoir un pilotage vision entreprise de qu'est-ce que ça donne, quoi. Donc vous arrivez dans la bataille, vous prenez votre bâton de pèlerin. Qu'est-ce qui fait que le message passe et que les choses se passent? Alors, évidemment, le sponsoring d'un CODIR, c'est un levier qui est très fort. Mais au-delà, donc sur la partie mutualisation, finalement, ça s'est fait assez bien parce qu'on a assez vite prouvé effectivement que ça avait du sens, que ça avait de la valeur, que les gens ne perdaient pas ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Sur le côté, on va apporter de la valeur nouvelle, on va aller plus loin effectivement dans la capacité à faire autre chose. Là, il a fallu convaincre, effectivement, donc prendre son bâton de pèlerin, aller expliquer, aller raconter des histoires, non pas des fausses promesses, mais effectivement raconter, voilà, un cas d'école, des choses que moi j'ai vécues, que j'ai vues, ou d'autres entreprises qu'on fait. Voilà, ce qu'on peut faire avec la data, c'est ça. On pourrait se projeter à 5 ans, on pourrait identifier quels sont les besoins en termes de produits, on pourrait être plus efficace pour répondre à nos appels parce qu'on va savoir que nos clients, ils appellent plutôt à telle heure qu'à telle heure, etc. Et donc tous ces sujets-là, quand on en parle, quand on partage avec le métier, ils disent « Ah oui, mais tiens, je pense à ça, est-ce que ça c'est possible ?» Et donc savoir dire, oui, c'est possible, alors c'est coûteux, c'est pas coûteux, etc. Mais effectivement, aller voir les métiers et savoir expliquer finalement ce qu'on peut faire. Parce que l'IA, tout le monde en parle, je le disais, mais au final, qu'est-ce que concrètement, moi, dans ma vie du quotidien, avec mon client, avec mes problématiques techniques, qu'est-ce que ça m'apporte, quoi. On va parler des POC que vous avez mis en place, mais là, vous parlez de l'acculturation que vous faites, où vous allez porter le message, mais on imagine aussi qu'il y a des métiers qui disent les gars de la data, vous êtes hors sol, nous, le métier, on le fait depuis 15 ans, donc vous n'allez pas nous raconter la messe. C'est ça, effectivement, parce que quand on arrive, on dit, voilà, comment on peut révolutionner votre métier? Les personnes, c'est, non, notre métier, on le connaît, ça marche bien, la boîte marche bien, d'ailleurs, donc quelque part, si la boîte marche bien, le service marche bien, pourquoi on devrait changer, en fait? Donc, il faut savoir convaincre, expliquer qu'on n'est pas là pour leur apprendre leur métier, certainement pas, mais plutôt de s'enrichir, d'apprendre nous ce qu'ils font, et puis de comprendre quelles sont leurs problématiques. Et si on identifie leurs problématiques, voir leur pain point en bon français, si on comprend effectivement quels sont les sujets qui leur posent problème, là on peut peut-être apporter une solution, et cette solution-là, ils vont être convaincus puisqu'on travaille dessus, quoi. Inversement, si on arrive, on leur dit, voilà, on va vous proposer ça, vous allez faire ça, s'ils n'adhèrent pas au début, ils n'adhéreront pas à la fin non plus, quoi.
On peut entrer dans mettre en lumière deux POC, par exemple, c'est, vous disiez, anticiper ou réorganiser les plateformes d'appel, de réception d'appel. C'est ça, effectivement, on avait travaillé sur un sujet justement qui faisait sens, c'est qu'aujourd'hui, toutes nos plateformes d'appel, elles sont sur le territoire, donc en Bretagne, et on a des problématiques qui sont que sur les plateformes d'appel sinistre, les personnes qui travaillent dessus, elles font à la fois répondre au téléphone pour enregistrer la déclaration, mais aussi gérer le dossier. Et en fait, dans la journée, il y a des moments où il y a plus d'appels, il y a des moments où il y a moins d'appels, il faut savoir s'organiser. Et si l'individu il est sur un dossier et qu'il est interrompu 3 fois au téléphone, le dossier n'avance pas, quoi. Donc savoir s'organiser là-dessus. Et donc l'organisation, c'est des managers qui, toutes les demi-heures, décident si, à la fois le nombre et qui fait du décrochage appel et qui fait du dossier. Donc il s'appuie sur une connaissance métier qui dit que globalement, par exemple, le lundi à 10h, il y a plus de monde, le mardi un peu moins, et puis etc. Et donc là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on peut peut-être s'appuyer là-dessus, impliquer aussi des données externes, notamment des données météo, parce qu'évidemment, s'il y a une tempête, il y a plus de risques sur des impacts en termes de sinistres. Et donc, on a construit un modèle qui permettait effectivement et qui permet de proposer aux managers de plateforme de dire, voilà, nous, on estime que vu le nombre d'appels, nous, on estime que le nombre d'appels, ça va être tant. Donc, à partir de là, ce qu'on recommande, c'est de mettre tant de personnes. Et après, lui, libre à lui de dire, voilà, j'en mets tant, ou j'en mets un peu moins parce que je mets plutôt des profils seniors, ou un peu plus parce que, etc. Et du coup, là, en fait, on a rendu service au métier parce que le métier voyait un intérêt. Alors, il a toujours son expertise. Par exemple, quand on dit on met les données météo, le manager plateforme, il sait très bien, selon ce qu'il a vu à la météo, si c'est une tempête qui va être dangereuse ou pas trop dangereuse. Donc là, l'IA apporte une plus-value, mais finalement, il a son expertise métier. Et on lui laisse la main pour décider. Ce n'est pas l'IA qui décide à sa place, mais c'est plutôt un outil d'aide à la décision, comme disait Fabien. Parce que si on remplace le métier, si on remplace le savoir-faire, on a d'une part une adhésion qui est moins forte, et puis d'autre part, il y a un certain nombre de cas particuliers de connaissances métiers, ce qui font que l'expert dans son domaine, il reste expert dans son domaine. Et est-ce que ce modèle, il est figé ou il est auto-apprenant ? Alors évidemment, non, il n'est pas figé, il est auto-apprenant. On a testé plusieurs modèles. On a commencé effectivement par des modèles relativement linéaires, sans rentrer trop dans la technologie. Et on allait assez vite sur des modèles de réseau de neurones qui sont auto-apprenants et qui apprennent au fil de l'eau. Typiquement, un modèle de réseau de neurones, il va proposer des choses le lundi. Et en même temps qu'il propose, il enregistre ce qui est la réalité. Et le mardi, il va se dire, la théorie, c'est qu'un mardi, en sortant de vacances, c'est ce temps. Mais vu ce qui s'est passé la veille, sachant qu'on a un effet boule de neige, c'est-à-dire que si on a un taux de décroché qui est à 85%, ce qui est nos objectifs, ce qui est plutôt bon, ça va. Mais s'il y a plein d'appels puis qu'on n'en a desservi que 60%, on peut être sûr que le lendemain, tous ceux à qui on n'a pas répondu, ils vont rappeler, quoi. Donc on a cet effet boule de neige, et en ayant un modèle auto-apprenant, du coup, notre modèle est bien meilleur parce qu'il sait que s'il y a plein d'appels qu'on n'a pas servi la veille, qu'on n'a pas décroché, il faudra qu'on le traite le lendemain. Donc on est parti sur des modèles auto-apprenants qui sont du coup beaucoup plus efficaces. Un autre chantier sur lequel vous travaillez, un gros chantier, c'est celui du traitement de texte, oui. De la reconnaissance de documents. Ouais. On a beaucoup de sujets effectivement autour de ça. Évidemment, en tant qu'assureur, on a beaucoup de pièces justificatives à demander à nos clients. On est sur du réglementaire. Ces pièces, effectivement, il faut savoir les lire et les enregistrer. Et sur un exemple très concret, sur tous les dossiers d'assurance vie, en fait, on a un process historiquement très papier. Si j'ai des contrats d'assurance vie et que je vais modifier, faire des versements, faire des choses comme ça, aujourd'hui c'est très papier, c'est numérisé certes, mais c'est quand même des humains qui derrière le traitent. Et donc on a travaillé effectivement sur toute la partie automatisation de qu'est-ce que mon client me demande dans mon dossier papier qui est scanné, que ce soit effectivement l'IA qui aille dire là on demande un versement et identifier le papier. Donc là on est vraiment sur un sujet qui transforme le quotidien, puisque en fait là où c'est un humain qui saisit l'information, c'est l'outil qui va le saisir. Et l'avantage qu'il y a, c'est que ça permet à l'humain de plus avoir ces tâches fastidieuses, mais potentiellement d'être dans son rôle de conseil. C'est-à-dire, effectivement, beaucoup de ces demandes-là, elles nécessitent souvent un accompagnement parce qu'on va verser de l'argent, mais on le verse sur quel type de contrat, etc. Et donc, le temps que le collaborateur il est en train de saisir, il n'est pas en train d'appeler le client, lui dire tiens, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, comment on peut faire, quoi. Donc là, on est vraiment sur un sujet de transformation du métier, quoi. Et en 3-4 ans, vous le disiez, on s'est échangé, Google, Facebook ont aussi changé la donne parce qu'eux ont mis dans leur palette des outils qui n'existaient pas. Oui, tout à fait, on l'évoquait. Moi, les premiers travaux sur lesquels j'ai travaillé autour de la reconnaissance de texte, c'était 2013, 2014. Là, il fallait tout construire, quoi. Aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que c'est facile, parce que c'est jamais facile, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont open sourcées, beaucoup d'algorithmes qui existent, ce qui fait que
Alors, des profils qui ont cette appétence mathématique, qui sont bons sur l'IA, ils sont capables de mettre des choses en place assez rapidement. Je prends l'exemple effectivement de la reconnaissance de texte. Reconnaître un texte, en quelques semaines, on fait des choses très performantes. Après, il y a des niveaux de complexité selon comment c'est écrit, selon la qualité de l'image, des choses comme ça. Mais en tout cas, on a des algorithmes qui permettent aujourd'hui de tester des choses, d'apprendre. Et puis, effectivement, si on travaille avec un métier, de pouvoir adapter l'algorithme pour reconnaître des choses, des mots qui ne sont pas connus ou des choses comme ça, quoi. Combien de temps vous avez l'accord, la carte blanche du sponsor? Vous pouvez mettre en œuvre un certain nombre de choses. Combien de temps vous mettez pour pour développer un nouveau projet? Alors, ça dépend évidemment beaucoup du projet. Évidemment, quand on est, alors, je parlais d'exemple des documents d'assurance vie. Alors pourquoi se dire on travaille sur le document d'assurance vie et pas tiens sur les cartes d'identité, parce que les cartes d'identité on en a beaucoup plus à traiter. Sauf que derrière le projet il est beaucoup plus compliqué, il est plus ambitieux, on a des volumes beaucoup plus importants certes, mais on a des process d'industrialisation beaucoup plus importants. Et en fait il faut aussi choisir ses projets. C'est-à-dire que l'un des enjeux pour moi, et c'est comme ça qu'on a fonctionné depuis 3 ans et que ça a marché, c'est de réussir à trouver des sujets sur lesquels on arrive à apporter une valeur assez rapidement. Il vaut mieux un projet moins ambitieux mais qui apporte de la valeur dans 3 mois que le projet qui va tout révolutionner, mais qui apportera de la valeur dans 5 ans, quoi. Parce que pendant 5 ans, il ne se passe rien, et puis du coup, ça n'apporte pas de valeur, quoi. Donc on a vraiment choisi ces sujets comme ça. Je prends l'exemple des prévisions d'appel. L'avantage, c'est qu'on mettait un portail web et le manager avait directement l'information. Par contre, effectivement, ce n'était pas intégré aux outils. Quand on travaille sur la partie industrialisation, effectivement, on a des projets beaucoup plus longs. Donc pour répondre à la question, on est sur quelques semaines à quelques mois pour la preuve de valeur. Par contre, sur les sujets d'industrialisation, ça peut dépasser l'année, quoi. Et du coup, vous avez eu des échecs, pareil, comme vu avec Fabien tout à l'heure, où vous avez fait du rétropédalage? Oui, effectivement. Je vais prendre 2 exemples. Ceux dont on a parlé, la prévision d'appel, ça a très bien marché d'un point de vue technologique. Et quand on l'a proposé aux plateformes sinistres habitation, donc les gens qui s'occupent des sinistres sur les habitations, ils se sont dit, ouais, c'est cool, c'est pas mal, on va regarder. Puis on s'est dit, ouais, mais on va regarder, c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. Enfin, c'est dommage, quoi. Et derrière, sur la partie auto, ils nous ont dit, ah, mais attendez, mais c'est génial ce que vous faites, on veut la même chose. Et donc, on leur a fait la même chose, donc plus rapidement, parce qu'on avait appris de ce qu'on avait fait. Et là, pour le coup, succès, parce qu'eux, ils le voulaient. Alors que sur la partie habitation, on en avait parlé au départ, on l'avait pas fait dans leur dos, mais ils n'étaient pas convaincus dès le départ, donc ils n'étaient pas à la fin. Quand on a travaillé sur la partie auto, vu que c'est eux qui le voulaient, c'est différent, quoi. Et l'autre échec, alors je ne sais pas si c'est un échec, mais sur la partie qu'on évoquait sur les documents, typiquement, là on est alors Groupama, c'est un contexte groupe. Nous, on a des sujets qui fonctionnent bien d'un point de vue IA, mais l'industrialisation, c'est un intérêt au niveau du national, donc il faut l'industrialiser au niveau national, et on est sur des cycles beaucoup plus longs. Et là, typiquement, ce projet-là, en 3 mois, on avait des résultats d'IA très bons, mais ça fait 1 an qu'on est sur le sujet d'industrialisation, sur lesquels on n'a plus la main. Et donc, du coup, effectivement, encore une fois, est-ce que c'était le bon projet? On peut se poser la question. Dans le qui décide, ça veut dire que c'est Guillaume Grasset qui a carte blanche et qui peut tous les 15 jours ou tous les mois venir présenter un nouveau projet au CODIR. Bing, c'est accepté, c'est parti. C'est aussi simple que ça, il faut batailler. On échange avec des product owners, on reçoit des product owners régulièrement, qui d'ailleurs veulent se mélanger avec les data maniacs ou avec des échanges data, qui eux, à chaque fois, un peu livrent leur bataille pour avancer sur leur roadmap, leur feuille de route. Est-ce que vous, c'est la même chose ou... Alors oui, non, c'est effectivement, je ne vais pas dire que c'est un combat de tous les jours, mais c'est un sujet de tous les jours. On a une première problématique, c'est l'activité du département data, c'est pas que de l'IA. C'est plein d'autres choses. Je parlais du réglementaire, je parlais des besoins primaires, je parlais du pilotage. Et c'est quelque part une discussion régulière à avoir avec le CODIR, avec la direction générale, pour se dire, je préserve de la capacité d'innovation, de la capacité de projets qui vont apporter de la valeur par la suite, versus du besoin réglementaire qu'il faut savoir faire. Alors le réglementaire, souvent on n'a pas trop le choix, mais il faut réussir quand même à mobiliser des ressources sur d'autres sujets. Ça, c'est un premier point. Et puis après, le deuxième point, effectivement, dans un premier temps, je suis plutôt allé chercher les projets sur lesquels j'avais des sponsors métiers, des gens qui avaient des idées et qui voulaient les porter, que du retour sur investissement pour l'entreprise. Et sur les premiers projets, j'ai eu carte blanche, parce que l'idée, c'était bien de réussir à montrer, à prouver que ça pouvait marcher. Donc c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on est sur un cycle, on a 3 ans de recul, on est sur un cycle avec un peu plus de recul, et là, on est plutôt effectivement sur une discussion, on identifie une liste de projets, et là, c'est une décision CODIR qu'on va partager.
J'ai quand même la chance d'avoir aujourd'hui une écoute assez forte, ce qui permet effectivement d'avoir une recommandation et une vision transverse à l'entreprise, quoi. Voilà. Mais on a quand même une discussion parce que quand on arrive avec 5 projets, ben on n'en porte pas 5, on en porte 1 d'abord, déjà pour commencer. Donc ça veut dire qu'il y en a 4 qu'on ne traite pas, quoi. Est-ce que chaque Groupama, vous êtes en train du coup d'évoquer l'organisation du Groupama Loire-Bretagne, est-ce que chaque Groupama dans les régions sont organisés comme vous l'êtes? Tout le monde est aligné? Alors non, pas du tout. Aujourd'hui, effectivement, on est précurseur. Groupama Loire-Bretagne, donc c'est Bretagne plus 44 et 49 en termes de territoire. Alors, on est la caisse ou une des caisses qui a effectivement à la fois le portefeuille le plus développé et donc la capacité aussi en termes de chiffre d'affaires à innover. Donc, on est précurseur. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on fait ici, il est suivi par certaines caisses, il est regardé par d'autres. Les organisations ont plutôt tendance effectivement à fusionner les talents et à commencer à réfléchir à ces sujets-là, mais on n'est pas forcément cette organisation dans chacune des entités. On a par contre effectivement des sujets d'IA, des sujets de data science aussi au niveau du national sur lesquels on a l'occasion de travailler en main dans la main et de plus en plus, quoi. Ça veut dire que vous, là, vous sillonnez les routes et vous allez porter la bonne parole à Strasbourg, à Nantes, à Rennes. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bordeaux. Les premières années, ça a été un peu, enfin, c'était convaincre l'entreprise, convaincre nos métiers que ça avait de la valeur. Aujourd'hui, effectivement, c'est savoir parler avec mes homologues ou en tout cas avec les autres entités qui n'ont pas forcément des homologues, pour savoir raconter l'histoire de qu'est-ce que ça donne, comment ça marche, est-ce que ça marche pas. Notre organisation fait que moi, je suis pas la DSI, mais rattaché au DG, donc ça permet d'avoir une vision transverse, etc. Après, il y a d'autres organisations qui sont différentes, et donc c'est de réussir à partager, à convaincre de ce que ça peut apporter de libérer les données, de pouvoir aller plus loin. Et après, sur les organisations, effectivement, on raconte l'histoire, mais chaque entité a la capacité à s'organiser comme elle le souhaite, quoi. Je vais poser une dernière question, donc si vous avez des questions ou dans la salle ou en distanciel, vous me dites, est-ce que c'est facile pour vous de recruter et de trouver les talents nécessaires? Alors non, c'est pas facile. Juste pour vous mettre un petit pic dans le ventre, face à vous, à Rennes, il y a un Léocare, une Néotech Assurance, on connaît bien, ouais. bien sexy, qui annonce 100 emplois à venir. Donc vous, en face, comment vous faites? Alors oui, non, c'est pas simple, mais on a beaucoup travaillé aussi en lien avec les écoles. Alors, j'avais 2 enjeux. Un, d'abord, avoir les bons profils, donc il y a du recrutement, mais il y avait aussi être capable les profils que j'avais, qui ne faisaient pas forcément de l'IA, qui étaient des statisticiens, mais qui ne faisaient pas de l'IA, de savoir les faire grandir. Donc, on a travaillé sur les 2 axes. En termes de recrutement, oui, c'est pas facile, hein, effectivement, sachant qu'on n'a pas forcément des niveaux de rémunération excessifs et que ça fait partie des leviers qui sont plutôt à la hausse qu'à la baisse, on va dire. Donc, c'est pas facile. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur la formation, sur le fait de faire grandir les équipes. Et un des leviers qu'on a beaucoup utilisé, c'est les écoles. Faire venir des stagiaires, par exemple, c'est une super opportunité parce que ça permet de tester des choses. On teste des modèles d'IA qu'on n'aurait pas testé avant parce qu'on n'a pas le budget. Et puis surtout, le maître de stage, ça lui permet aussi de découvrir des modèles qu'il ne connaissait pas, de grandir aussi avec. Et donc, du coup, ça nous a permis de créer ces dynamiques. On s'est aussi associé avec l'école Microsoft IA là, qui s'est lancée il y a 2 ans à Rennes. Et c'est pareil, c'est l'occasion d'avoir des profils IA qui sont là pour découvrir des sujets en alternance, d'aller plus loin. Donc, ça nous permet effectivement de rayonner, d'être visible, parce que déjà, première année, chercher des stagiaires, c'était pas facile déjà de trouver des stagiaires, enfin, des bons stagiaires. Maintenant, on travaille avec les écoles, on a l'habitude, les gens qui ont fait un stage qui s'est bien passé vont raconter aux promos d'avant, tiens, moi j'ai fait mon stage chez Groupama, c'était top, donc ça facilite. Donc tous ces leviers-là, il faut aussi savoir les adresser parce que recruter, c'est pas facile. On a une boîte attractive globalement, mais l'assurance, ça ne fait pas non plus toujours rêver, donc il faut savoir se démarquer, quoi. Et juste pour finir, peut-être que tout le monde veut faire de l'IA, mais vous le disiez, tout le monde ne peut pas faire de l'IA. En fait, c'est vraiment, il y a des profils pour. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, je le disais, un statisticien qui est motivé, qui est très motivé, il peut apprendre. Moi, j'ai plusieurs profils pour qui ça a marché. Et puis après, tout le monde ne peut pas. Enfin, faut quand même avoir une bonne connaissance mathématique, une bonne connaissance informatique. Il y a beaucoup de choses qui existent maintenant, mais ce n'est pas des sujets non plus très simples. Donc, c'est plus facile aujourd'hui que ça l'était il y a 10 ans. Ce sera certainement encore plus facile dans 10 ans. Mais toute personne, moi, quand je suis arrivé dans les équipes, il y a plein de gens qui me disent « Ah, c'est génial, on va faire de l'IA, moi, je veux, quoi ».
Puis on a commencé à expliquer ce que c'était, puis il y en a certains qui ont dit « Ouais, non, c'est génial, moi je vais suivre, mais je ne vais pas en faire. » Et c'est important de le savoir parce que si je fais du décisionnel, si je fais du ClickView, moi j'ai des développeurs ClickView, si j'ai des personnes qui font de l'ETL, peut-être qu'ils peuvent apprendre, mais il faut la motivation, il faut 2 l'énergie, et puis 3 il faut la compétence malgré tout, quoi. Merci Guillaume. Donc s'il n'y a pas de questions, si une question. Alors je vous passe mon micro. J'ai une question ici. Bonsoir. Juste quelques chiffres, sauf ce que ça m'a échappé, mais vous êtes staffé comment et quels sont les technos, si vous pouvez en parler, utilisés pour vos travaux, vos projets? Oui, merci pour la question. Effectivement, alors nous, on est 20 personnes dans le département, donc ça fait beaucoup de monde, mais on touche tous les métiers de la data, voire des métiers SI, notamment tout ce qui est flux de données, tout ce qui est intégration de données, etc. Et si je dois préciser, on a à peu près un tiers des personnes qui sont là-dessus. J'ai beaucoup de personnes sur du requêtage ad hoc parce que des besoins d'audit, de réglementaire, etc. Et j'ai 3 personnes à temps plein qui font de l'IA. Voilà. Et en termes de techno, donc on est sur du ETL, on est sur du Talend, tout ce qui est décisionnel, on est sur du ClickView. Et après, tout ce qu'il y a, on alterne entre du R et du Python selon ce qu'on fait. Alors plutôt du Python pour tout ce qui est reconnaissance et prévision. Par contre, tout ce qui va être connaissance client et prospective, plutôt du R. Je crois qu'on a une autre question. Oui, j'ai une petite question. Vous parliez de développer de mettre en place des projets. Ces projets-là, ça part a priori une bonne idée. Vous imaginez une faisabilité technique. Vous avez parlé aussi d'avoir, comment dire, de prouver la valeur. Vous avez dû prouver la valeur de votre entité auprès de votre organisation. Mais est-ce que vous intégrez dans vos projets une stratégie de preuve de valeur sous forme de peut-être de petits pas, en embarquant les utilisateurs, en faisant du Lean Startup, ce genre de choses? Alors oui, effectivement, je reprends l'exemple du projet sur les prévisions. Enfin, on a vraiment démarré comme ça. On a fait un premier jet, entre guillemets. On s'est dit, on se donne un mois, on présente ce qu'il y a et on voit ce que ça donne. Et ce qui nous a permis, quand on a eu, cool, mais sans plus, ça a évité d'investir trop. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et donc là, on a retravaillé, on a vu d'autres directions qui étaient intéressantes. Et donc, on a remis une deuxième couche. Et on a fait étape par étape pour réussir à prouver un premier niveau de valeur, puis un deuxième, puis un troisième. Et quand effectivement on s'est dit, là la valeur elle est largement suffisante pour être mise à disposition des métiers, là on l'a intégré, quoi. Mais cette démarche-là, autant sur des axes décisionnels, etc., on n'en a pas besoin, autant sur les sujets d'IA qui sont nouveaux pour tout le monde, hein, alors, et pour les équipes, mais aussi pour les métiers, moi je considère qu'il vaut mieux effectivement faire des petits pas, ça permet de réorienter très vite que de partir dans un cycle en V assez long derrière, quoi. Merci. Plus de questions? Alors, merci, Guillaume. Vous pouvez poser le micro. Et puis, on va accueillir Pierre en musique. Toute l'année, même les jours fériés sous la J'ai pas la référence. Notre passion, j'ai pas trouvé pour Guillaume non plus. Au milieu des champs, à la fraîche au petit matin, le coq nous clame ses chansons l'année prochaine. Oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne doute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est tout porte le cœur. Enfin, si vous l'avez, tu pourras faire un quiz à la fin. Non, est-ce que je l'ai pas? Moi non plus. Pierre, bienvenue. Vous êtes DSI chez Innoval. Innoval que les uns et les autres connaissent peut-être sous un autre nom. Je vous laisse expliquer l'histoire. Donc, on ne parle plus de ex-évolution. En fait, on est comme beaucoup de coopératives. On assemble des coopératives et peut-être que certains d'entre vous connaissaient Évolution XY. Peut-être que d'autres connaissaient aussi BCL Ouest, peut-être que d'autres connaissaient aussi GDS Bretagne ou Copavenir. Enfin bref, tout ça, c'est assemblé il y a peu pour fonder Évolution, qui en fait est une coopérative. Alors, tout à l'heure, Guillaume parlait d'IA. Nous, on parle d'IA, mais c'est pour l'insémination artificielle. On en fait très peu de l'intelligence artificielle et nous on est plutôt dans le conseil sanitaire, conseil de production
et par le biais d'un vecteur qui est l'insémination animale. Sachant que 3/4 de la reproduction animale se fait par insémination artificielle. Donc ça représente, si on parle de bovins, ça représente quasiment 10 millions d'inséminations par an. Si on donne quelques chiffres que j'ai relevés, pour les uns les autres, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1700 salariés, 30 000 éleveurs, 24 départements, pour donner des grands chiffres clés. Vous, Pierre, du coup, vous êtes arrivé chez Innoval également il y a 2 ans et demi. Alors, les uns les autres, c'est 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, vous êtes de la même promo, à savoir si ça correspond avec la transformation des entreprises. Du coup, quelle était votre feuille de route quand vous êtes arrivé, votre mission première, et puis l'organisation qui était en place? Alors, c'était pour préparer les fusions qui arrivaient. C'était une des missions. Une deuxième mission était de valoriser en fait le minerai qui, pour Innoval, est la donnée. En fait, comme beaucoup d'activités dans le milieu agricole et de l'élevage, on a de moins en moins d'élevage, de moins en moins d'animaux. Et donc, pour les éleveurs ou les agriculteurs, le but, c'est de rentabiliser une exploitation. Pour ceux qui sont éleveurs, ils fixent comme une entreprise un chiffre d'affaires, un bénéfice, une marge. Et pour eux, leur outil, c'est l'animal. Et donc, nous, notre but, c'est de les conseiller en fonction de ce qu'ils visent eux, s'ils font de la viande, du lait ou autre, c'est de leur conseiller quel est l'animal qui leur va. Sachant que avant, et on a des coopératives qui sont historiques, ça avait un rôle très traditionnel, c'est-à-dire que pour pouvoir conseiller, il fallait reproduire les animaux sur plusieurs générations, attendre les générations, donc ça pouvait prendre plusieurs années pour dire on s'est trompé ou c'est celui-là qu'il faudrait ou un autre. Donc il y a eu une révolution qui a eu lieu, c'est la découverte du génome. Le génome au niveau par exemple, on va parler bovin. Il y a 30 chromosomes, donc pas les mêmes que les humains déjà. Il y a 22 000 gènes. Et donc, sur chacun de ces gènes, on peut aujourd'hui les détecter, les identifier, les anticiper, les prédire. Et donc, si on remet ça sur la volumétrie d'animaux, on est sur plus de 70 millions d'animaux qu'on surveille sur 12 générations. Sachant que la 3/4 des 70 millions sont morts à cause des générations, parce qu'ils vivent, même s'ils vivent déjà moins longtemps que nous, mais en plus, il y a un aspect historique pour surveiller la traçabilité, le sanitaire et la performance. Il y a certaines performances qui se constatent que sur plusieurs générations. Et il y a, grâce à ça, grâce à cette détection du génome, une possibilité de pouvoir prédire la performance d'une exploitation et de pouvoir prédire le niveau sanitaire des animaux. Par exemple, des anomalies qui peuvent apparaître ou des animaux qui sont plus ou moins exposés selon leur milieu climatique. Alors en France, on le remarque un peu moins parce qu'on a la chance d'avoir des milieux climatiques, sanitaires, environnementaux qui sont assez stables, mais vu qu'on travaille aussi à l'international, on a des index. Ce qu'on appelle un index, c'est un cumulatif avec des algorithmes qui cumulent des facteurs génomiques, des facteurs environnementaux, économiques, de production, pour donner un index et dire pour tel pays, cet index-là, il est bon, il est mauvais. Donc un animal qui en France peut être une star, dans un autre pays peut être considéré comme l'ali et inversement. Un animal chez nous qui peut être assez médiocre, aux États-Unis ou en Chine, il peut être très précieux. Donc en fait, c'est quand je suis arrivé, pour répondre à ta question, il y avait 2 principales missions qui étaient celles de préparer toutes ces fusions qui arrivaient et qui continuent, et de valoriser le minerai très important qui était la donnée et qui, pour l'instant, il n'avait pas réussi à le réunir au même endroit pour pouvoir l'exploiter à sa pleine capacité. Et peut-être même, comme Guillaume tout à l'heure, aussi de rassembler les troupes. Alors, il y avait un aspect aussi... Au sein de la DSI.
pour constituer la DSI. Tu as raison. En fait, comme pour Guillaume, on avait des personnes dont les métiers étaient assez disparates, des fois dans les métiers des business units et des fois dans la DSI. Donc, comme pour Guillaume, en fait, on a rassemblé tous les data analysts, des data scientists. On a rassemblé aussi toutes les personnes qui travaillaient sur ces données-là, aussi bien au niveau technique, proche terrain, technique théorique et informatique, pour pouvoir créer des équipes qui sont capables de développer rapidement et des équipes qui étaient capables de concevoir des bases qui n'étaient plus des bases de données relationnelles à cause de la volumétrie. La volumétrie, pour vous donner un ordre d'idée, on crée 100 téras de données chaque an et donc ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que plus on utilise les données et plus on a des données, c'est-à-dire c'est très exponentiel. Parce qu'aux 22 000 gènes qui sont associés à chaque animal, on associe aussi pas mal d'autres informations, outre sa fiche d'identité, ses performances, son sanitaire, tous les événements qui sont arrivés dans sa vie, viennent s'ajouter maintenant tout ce qui est IoT, pour récupérer donc des capteurs qui sont externes ou internes. Maintenant, beaucoup d'animaux ont des capteurs internes où on récupère toutes les données, voire des données en temps réel. Par exemple, on prévient les éleveurs qu'une vache va véler alors qu'il est peut-être dans son lit et donc il se fait réveiller. Mais tout ça, ça a un autre intérêt, c'est qu'on sait qu'il y a une mise bas qui est en train de se faire. Si elle se passe bien, si elle se passe mal, tout ça, c'est enregistré au niveau de l'animal. Sur les 70 millions d'animaux, tout ça, c'est enregistré. Et c'est compilé avec tout ce qu'on récupère en permanence, au niveau français et au niveau international. Donc, votre job, entre autres, votre mission était de rassembler les bases de données en une seule base de données. C'est chose faite ou à chaque fois que vous, du coup, c'est remis en jeu à chaque fois que vous intégrez une nouvelle coopérative? Non, c'est chose faite parce qu'en fait, on a créé un modèle qui est unique. Si on parle du bovin, un bovin, il a des caractéristiques différentes, mais quelle que soit sa race, on a des informations qui sont analogues. Et par contre, ce qui a été créé, c'est une base qui est NoSQL, pour le coup, qui n'est pas relationnelle de par la taille. Et même les machines, on est plus dans le big data. On s'est équipé plutôt de machines de type Nutanix pour pouvoir remettre des nœuds un peu partout, pas seulement chez nous. Mais par contre, on n'a pas fait, et tu parlais d'échec tout à l'heure, on n'a pas répété l'erreur qui avait été commise au début, qui était de servir du cloud payant, c'est-à-dire Microsoft ou Amazon, pour pouvoir stocker une partie de ces informations, parce que on a énormément d'informations qui circulent en entrée et en sortie. Et ça coûte extrêmement cher. Vous imaginez 100 téras de données qui sont sollicitées. La première année qu'on avait fait ça, Microsoft était très content. La deuxième année, un peu moins. Mais donc, ce qui fait que on a créé des nœuds pour distribuer cette base de données NoSQL de manière à ce qu'elle soit accessible plus rapidement partout et qu'elle ne soit pas relationnelle pour pouvoir accéder et compiler beaucoup plus rapidement. Tout à l'heure, on parlait de gros traitements et de gros calculateurs. Fabien en parlait tout à l'heure. Nous, c'est vrai qu'on en a besoin. On a des calculateurs de type un Crétou. On n'en a pas un en interne, mais on en a besoin pour simuler certaines données de production ou certaines données commerciales. Si par exemple, on anticipe sur la prédiction et les cours, par exemple les cours du lait, le cours de la viande, en fonction du climat, des pandémies et des races, des nouveaux croisements qui sont possibles, ça donne une prédiction sur de la productivité et du bénéfice côté utilisateur. L'utilisateur pour nous est un éleveur. Et donc ça, on a besoin de beaucoup de puissance de calcul, mais ce n'est pas remis en cause. C'est de l'utilisation au fur et à mesure. Nous, ça vient plutôt enrichir plutôt que remettre en cause. Mais cette base, elle est assez récente. C'est-à-dire toute cette montagne de données a été créée il y a seulement, on a cassé la bouteille de champagne sur la machine il y a 1 an et demi. On parle d'assembler les données pour en faire une seule, et puis on le rappelle, le principe d'une coopérative, c'est que vous n'êtes pas propriétaire des
des exploitations avec lesquelles vous travaillez. Ça veut dire que comment vous recueillez la donnée, quels sont les matériels qui vous permettent, vous, sur quoi vous vous pluguez pour avoir cette donnée. Parce que vous n'êtes pas chez vous. Oui, tu as raison. En fait, on est tenu à la RGPD aussi, où l'éleveur, quand on travaille avec lui, nous donne les droits d'exploiter les données liées à l'animal. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Un même animal donne aussi ses anciens propriétaires. Si on parle d'un animal, son père et sa mère n'étaient peut-être pas au même éleveur. L'éleveur qui possédait le père ou la mère nous avait peut-être pas donné les droits. Donc on a des juristes qui ont travaillé là-dessus pour se donner des accords qui peuvent être remis en cause immédiatement. Hein. L'éleveur peut du jour au lendemain accéder à notre portail pour dire « je veux plus ». Et donc effectivement, c'est toute une arborescence qui disparaît dans nos données. Et elle disparaît momentanément. C'est ça qui est assez difficile, c'est que historiquement, comme ces coopératives sont historiques, ces coopératives avaient un rôle étatique, régalien, de pouvoir garantir le niveau sanitaire des élevages après la Deuxième Guerre mondiale. On ne va pas faire d'histoire, mais tout ça pour dire qu'il y a certaines données qui, comme la musique, au bout d'un moment, n'appartiennent plus par transitivité à ceux qui ont donné les droits. Mais en direct, un éleveur qui, si je prends un GAEC RENA par exemple, le GAEC RENA, lui, a des droits sur ses données directes, mais pas sur toute l'hérédité. Si un jour, cette personne ou ce GAEC avait un problème de pandémie, on n'aurait pas besoin de son accord pour trouver tous les contacts possibles ou tous les facteurs possibles qui auraient pu déclencher ou qui pourraient déclencher ça. Donc, il y a de la donnée chez les éleveurs dans les objets connectés, et puis aussi dans le contrôle laitier, dans les parties tierces. Et vous y ajoutez votre couche de connaissances. Votre proposition de valeur, elle est ici. En fait, on ajoute une connaissance de par les algorithmes qu'on applique, mais on ajoute aussi une connaissance de par la collection et le rassemblement des données. C'est-à-dire que l'éleveur a de l'IoT chez lui ou chez elle, et de par le fait qu'il nous demande un conseil pour la performance de son élevage, il nous donne momentanément ou plus longtemps accès aussi à ces données de type IoT. Après, on a d'autres services qui s'ajoutent à ce qu'il nous demande comme traitement d'information ou comme diagnostic, qui sont peut-être, ça y était une star, qui sont peut-être liés à un abonnement tous les mois, et le traitement de cet abonnement sur l'ensemble de ces IoT, il va nous le demander, parce que lui ne serait pas capable de le faire que pour lui tout seul. Donc effectivement, on collecte aussi pour lui, avec son accord bien sûr, toute l'IoT qu'il aurait chez lui. Vous recueillez, puis vous restituez. Alors comment ça se passe? Donc vous venez de parler de la formule abonnement, mais vous avez quoi? Des techniciens, des data qui viennent, qui sont en bot là, qui se rendent sur l'exploitation et qui remettent différents rapports, différentes transmissions de données, qui expliquent, qui accompagnent les agriculteurs. Alors, ils font plusieurs choses, effectivement, quand ils viennent visiter les éleveurs. Non seulement ils peuvent donner un diagnostic à court ou à long terme sur l'accouplement, sur la performance, sur voir avec eux suivre leur gestion technico-économique de leur élevage, mais surtout, et c'est un des gros piliers de l'activité d'Innoval, c'est l'insémination. Un peu comme on aime bien prendre cette image-là, mais un peu comme un sommelier qui dit je vais vous mettre tel animal, vous allez voir, avec ça, vous allez être satisfait parce que ce que vous visez, c'est un gain de 4 centimes du litre à la fin du mois. Et son technicien est un peu son conseiller au moment de l'insémination. Ils vont choisir ensemble qu'est-ce qui est le mieux pour leur élevage. Et non seulement il y a ce rôle de conseil pour la performance de son élevage, mais il y a aussi l'acte d'insémination. Il va choisir avec lui la semence du taureau qui est dans la lignée de leur performance économique. On le disait tout à l'heure avec Guillaume Grasset qui devait prendre son bâton de pèlerin pour aller faire le tour ou des métiers ou des autres Groupama. Ça veut dire que vous, vos techniciens, ils se rendent sur les exploitations. Il faut expliquer, parce que vous proposez
des abonnements, des services grâce à la data. Donc, vous devez faire le tour et chacun donne ou non son accord. En fait, on a des types de contrats qui sont des accords parce que quand on fait de l'élevage, alors soit il y a un achat tout bête, un achat de semences et eux se débrouillent à inséminer, soit ils veulent être accompagnés plus loin, ne pas faire l'insémination, ne pas faire certains calculs, ne pas faire certaines simulations. Et le rôle du technicien, en fait, il est non seulement de conseiller l'éleveur, mais de voir aussi quelle pourrait être la valeur ajoutée, puisqu'on reste une coopérative, l'éleveur est notre actionnaire. Plus notre actionnaire réussit, plus la coopérative réussit. Et donc, quand on découvre au niveau de la cellule data des algorithmes, des services, des produits qui peuvent lui être utiles, c'est le technicien qui va lui proposer dans le cas de figure qui lui va bien. C'est-à-dire, on va pas être, ils n'ont pas d'objectifs commerciaux en disant il faut que tu vendes de ci, il faut que tu vendes de ça. C'est en fonction de ce dont a besoin l'éleveur. Plus on avance au niveau de la data, et depuis 1 an et demi, les produits et les conseils qu'on est capable de donner ont augmenté. Peut-être que le catalogue de produits, maintenant, il y a 2 ans et demi, c'était un catalogue qui pouvait faire, on va dire, une vingtaine de pages. Maintenant, on est à plus de 100 pages. C'est-à-dire qu'on a pu multiplier par 5 l'offre de services et de produits associés à la donnée. Juste pour faire une analogie avec d'autres témoignages qu'on a eus, quand on parle d'entreprise, en fait, la data, c'est au service de la valorisation immatérielle. En fait, c'est pour les exploitants, c'est pareil. À mon avis, ils peuvent valoriser peut-être davantage leur exploitation grâce à ça. Donc, juste, on retient, il me reste une question à vous poser. On est dans le timing, que vous n'êtes pas propriétaire de la donnée. Vous n'êtes pas propriétaire même des données tiers chez le contrôle laitier. Vous êtes propriétaire de l'algorithme. C'est ça. Et l'éleveur, lui, en a l'usage. C'est ça. D'accord. On est même allé jusqu'à subventionner des startups pour donner les données, fournir les données à ces startups qui travaillent avec nos éleveurs. Ils fournissent aussi d'autres logiciels qui ont été demandés par l'éleveur. Dernière question, et puis après on verra s'il y a des questions en présentiel ou distanciel. Vous l'avez peut-être évoqué tout à l'heure. Les coopératives se mettent en ordre de marche pour avoir une force au niveau européen. Voilà, on essaye de faire face à la concurrence mondiale et on anticipe on a tous des concurrents. Nous, nos concurrents, même si on est leader en France sur l'insémination, au niveau mondial, avant de faire cette fusion, on était 7e. En faisant cette fusion, on devient 4e. Et pour être anticipé et garantir à nos éleveurs qu'ils ne seront pas sous le joug d'une sorte de diktat économique, un peu comme le pétrole. Au niveau du pétrole, pourquoi est-ce qu'on subit? C'est parce qu'on n'a plus de maîtrise sur la source. Et donc, pour anticiper cette maîtrise de la source, on crée des sociétés européennes pour faire face à des concurrents qui sont parfois nos partenaires, parfois des concurrents, mais qui, s'ils décidaient d'être nos concurrents pour tout, ce serait assez embêtant pour nos éleveurs. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des sociétés européennes où on a proposé justement ce savoir-faire au niveau des data qui intéresse nos homologues européens pour anticiper une concurrence. Là, le leader mondial, il est américain là-dessus, mais quand il est leader, on a beau être 4e, le premier, il est 6 fois plus fort que ce qu'on pourrait faire. C'est pas un ratio où on se fait du tête-à-tête, quoi. Merci, Jim. Moi, j'ai une petite dernière question, mais je me la garde sous le coude. Est-ce qu'il y en a ou dans la salle ou en distanciel? D'accord. Alors, juste un petit focus qui n'a rien à voir, une anecdote qui est liée à votre parcours d'avant chez Diana Pet Food. Vous pouvez nous faire un petit cette histoire sur Paneis? Ah oui. Oui, en fait, c'était dans une ancienne vie. Effectivement, un Panelli, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ce sont des centres qui sont des échantillons de toutes les races animales
d'un continent. Donc là, si on s'attache aux chats et aux chiens, il y avait 800 animaux qui étaient des représentants des races de chiens ou de chats qu'on pouvait avoir. Donc, ce qui était toujours impressionnant, c'est les personnes qui visitaient le Panélis voyaient leur chat ou leur chien. C'est-à-dire qu'ils retrouvaient forcément leur chat ou leur chien. Et donc, le but d'un Panélis, c'était de pouvoir tester. Donc, chez Diana, on faisait des facteurs gustatifs, donc pour donner, on va dire, envie aux animaux de manger les croquettes ou un autre aliment qu'on pouvait leur fournir. Et pour faire tester un animal, c'est difficile parce qu'il ne parle pas et le comportement, il est toujours interprétable. Donc en fait, on avait bardé ce Panélis de capteurs, de vidéos, alors des capteurs par exemple sur les gamelles, c'est-à-dire à quelle vitesse ils vidaient la gamelle, à quelle pression ils exerçaient sur la gamelle de l'enthousiasme de manger. On couplait ça avec une vidéo qui en fait le filmait pendant qu'il avait ce comportement-là pour voir s'il battait la queue une fois, 2 fois ou pas du tout, ou si elle baissait, elle montait. Avant qu'on mette tous ces capteurs, il fallait 6 personnes pendant 2 semaines pour analyser une journée d'un animal. Et donc, le fait de récupérer toutes ces données, ces capteurs, nous a permis en fait de diminuer sans commune mesure en fait le facteur d'analyse et des tests qu'on pouvait faire. On a après fait de l'intelligence artificielle avec ça pour associer les recettes avec ce que donnait le Panélis pour pouvoir anticiper des recettes futures sur ce qu'on aurait envie de faire comme effet sur les animaux. C'est le panel consommateur. C'est ça. Et tout ça, alors après, juste en 1 minute, tout ça permet de gagner 2 ans pour créer des parfums. Là, quelque chose d'échappé dans l'histoire. Ah oui, ça pour le parfum, en fait, parce qu'on faisait des facteurs gustatifs pour les animaux. À partir de là, il y a une histoire qui... Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'est servi de ce qu'on avait fait sur ce Panélis, parce que Diana ne fait pas aussi que pour les animaux, font aussi pour les humains. Certains diront que l'humain est aussi un animal, mais là, c'était plutôt sur les phéromones. Et donc, on faisait aussi des parfums pour des grandes sociétés comme L'Oréal, Dior, etc. Et faire un parfum, que ce soit un parfum, même un parfum de douche, hein, ça prend 2 ans. Et ça prenait énormément de temps parce que justement, il y avait beaucoup de tests à faire, beaucoup de combinaisons à faire. Et en reprenant les mêmes algorithmes que pour le Panélis, on s'est aperçu qu'on pouvait compiler toutes les recettes de parfums, compiler avec les données des ventes des parfums pour savoir ce qui plaisait et à qui. Et donc, on a fait très rapidement des parfums qui sont ciblés sur une catégorie d'âge, une catégorie de personnes, très rapidement en 6 semaines au lieu de 2 ans. Donc voilà pour la petite anecdote. On est peu de choses. Merci Pierre. Merci. Et puis, Jean-Loup, je te donne le micro pour le mot de la fin. Je te laisse clôturer pour faire ressortir les faits marquants. J'ai eu peur à un moment, Pierre, parce que j'ai cru que tu allais nous parler des capteurs qu'on mettait sur les humains, comme vous les mettez vis-à-vis des animaux, pour faire des panels. J'avais du mal en tête, en tout cas. Alors, ouais, la charge qu'on me donne, là, c'est de faire un petit résumé. C'est pas simple, hein, parce qu'il a été dit plein de choses. Alors, d'abord, premier constat, c'est que 3 entreprises qui ont vraiment mis la data au cœur de leur stratégie. Enfin, ça se sent. Et c'est nouveau, je trouve. Enfin, il y en a de plus en plus. Donc, c'est un très bon casting. Bravo. Et puis, 3 pitchers qui en parlent en bien aussi, parce que c'était passionnant. Merci à vous. Enfin, démocratiser, vulgariser, c'est un sujet compliqué sur ça, et vous en parlez drôlement bien. Alors, ce que j'ai retenu de l'intervention de Guillaume notamment, l'importance du sponsor, du DG qui va aller plus loin, et j'ai noté notamment que Guillaume, il était rattaché au DG. C'est un signe, c'est un sujet. Je crois que c'est un bon signe aussi, ça. Deuxième chose, c'est la quête de la culture et la quête de sens pour arriver à faire que la data
deviennent naturelles. C'est-à-dire qu'il faut que les gens s'en emparent, mais il faut trouver le sens qu'on y donne. Voilà. Et puis, je me suis noté comme ça, après des frites, d'époque, parce que c'est la preuve, faire des preuves très vite, c'est avancer. Et donc, voilà. C'est, comment dire, c'est la preuve, quoi, faire la preuve. L'intervention de Fabien, ce que j'ai noté, alors, c'était la première, où est-ce qu'il est, Fabien? Il est au fond à droite. C'est pareil, quoi, libérer la donnée, c'est un état d'esprit dans l'organisation. Souvent, chacun est dans son coin, fait sa tambouille. Ici, tout est fait pour libérer la donnée. Et ce qui semble être beaucoup plus facile dans une entreprise qui est elle-même libérée. Dans une organisation traditionnelle, avec ses silos, forcément que c'est sûrement plus compliqué. Mais qu'ici, c'est plus simple. Et j'ai noté notamment des rituels typiques des entreprises qui ont des managements libérés ou des managements comme ça un peu nouveaux, où on tente, on se trompe, on recommence. En fait, le bon sens, il est plus fort que la raison, quoi. Et j'ai trouvé qu'avec ce que tu disais, Fabien, ça semblait très, très simple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai retenu aussi? Bah oui, accepter l'échec. Faire du machine learning, c'était une mauvaise idée. C'est bien de le reconnaître, c'est bien de l'avoir essayé. Mais c'est culturel, en fait. L'échec, comme l'innovation, comme dans l'innovation, est culturel au développement d'une dynamique data. Voilà, ce que j'ai retenu. Bon, j'ai retenu aussi les dynamiques d'API. C'est plus simple aussi quand on pense API, tout ça. Je pense comme beaucoup que le bonheur est dans l'API et pas que dans le pré. Voilà. Et puis pour Pierre, alors Pierre, donc, alors j'ai appris, parce que j'étais resté à une idée quand même, que la data, c'était le pétrole, c'était l'or de demain. Et Pierre, il nous dit que c'est un minerai qu'on exploite. Pas pareil quand même, hein. Je trouve que c'est plus noble en l'occurrence. J'ai noté aussi l'opportunité, alors je l'ai compris et je le dis avec mes mots, j'ai cru comprendre ça, en fait, c'est que c'était pas un sujet simple, en fait, c'était d'assembler, enfin la congruence, faire en sorte que tout s'emboîte. C'est une association, en fait, de coopératives, et donc justement assembler des troupes et assembler la donnée, quoi. Et la donnée permet justement d'assembler tout ça. Et puis, pour finir, la vision, c'est de rendre l'éleveur le plus autonome possible et préserver son statut de propriétaire de la donnée. C'est vachement important. Parce que le sentiment d'appartenance ou de surveillance, de flicage, voilà, ça doit être compliqué. Et donc, donner à l'éleveur la propriété, enfin, lui montrer la pleine propriété, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien, sachant que la valeur d'Innoval, en l'occurrence, elle est sur l'usage, comme le disait Samuel, et non pas sur la propriété de la donnée en tant que telle. Voilà, alors, ce matin, je suis tombé sur un article, je fais comme Bernard Filbert, là, que j'ai entendu tout à l'heure. Je suis allé voir le Harvard Business Review, et puis, parce que la dernière fois que je suis venu, il s'était servi justement d'un article du Harvard Business Review, qui était sur comment il est difficile de devenir une organisation data-driven. Et juste les 3 enseignements de l'article que j'ai lu ce matin, mais qui correspondent exactement, enfin, plutôt à ce qu'on s'est dit. Penser différemment, c'est-à-dire sortir de la boîte, travailler la culture de l'innovation, chercher des nouveaux chemins, quoi. Je pense souvent à un mot d'Emmanuel Cadieux, je ne sais pas si vous la connaissez, cette bretonne, là, à Locronan, qui fait des portails, que je connais bien, et qui dit le digital, ça s'impose pas. Enfin, la culture du digital, ça ne s'impose pas. Il n'y a pas de culture du digital s'il n'y a pas une culture de l'innovation. Je crois qu'il en est un peu c'est un peu pareil pour la data, en fait. La culture de l'innovation permet la culture la culture de la data. Annuler la saisie, oui. Deuxième chose que se dit le Harvard Business Review, c'est fail fast et learn faster. Donc, on l'a dit et redit, se tromper, mais apprendre du fait qu'on se soit trompé. Mais c'est important de faire des POC, de se tromper et d'avoir la conscience que c'est comme ça qu'on avance, quoi. Ce n'est pas forcément culturel. Et puis la troisième chose que dit le Harvard Business Review, c'est focus sur le long terme, en fait. Et c'est ça qu'on doit vendre à nos organisations. C'est vendre du temps long. Ça, c'est pas facile, hein. Vendre du temps long. Il faut être patient, quoi. Voilà.